Bonjour. L'incidence des médias dans l'opinion publique est une question qui anime le débat historique depuis de nombreuses années. En effet, les médias façonnent l'opinion, quelquefois ils la transforment. Bienvenue dans notre émission, nous avons 300 secondes pour vous expliquer comment. Les sujets qui seront traités aujourd'hui par nos experts seront donc l'affaire Dreyfus, le 6 février 1934 et la crise de mai 68. Bonjour et bienvenue. Dans cette première partie de l'émission, nous allons parler de la crise de mai 68. Accueillons Monsieur Wafa. Bonjour Madame Cazot. Bonjour. Quelles sont les origines de la crise de mai 68? Il y a plusieurs origines concernant le mécontentement des étudiants. Il y avait une inquiétude grandissante concernant la situation économique et sociale des étudiants. Concernant l'économie, il y avait une montée du chômage et la baisse du pouvoir d'achat, ce qui inquiétait les étudiants qui allaient être des futurs adultes et qui allaient entrer sur le marché du travail. Mais aussi concernant la société, il y avait cette révolte contre l'image de la société traditionnelle et l'émergence du mode de vie américain et de la société de consommation. Comment ces manifestants ont-ils exprimé leur désaccord envers le système? Le plus souvent, c'était des manifestations, mais aussi il y avait des manifestations violentes, comme dans le quartier latin à Paris. Il y avait des émeutes, il y avait des barricades et même 4 morts. Mais aussi, il y avait des grèves concernant les professeurs et aussi les étudiants. Par exemple, concernant les grèves, il y avait le 21 mai, le journal Le Monde avait annoncé que plusieurs millions de Français étaient en grève. Donc ça touchait toute la population en France et pas seulement à Paris. Vous avez parlé du journal Le Monde. Ouais. Justement, quel rôle les médias ont-ils joué lors de cette période? Ça dépend de quel média vous voulez parler. C'est-à-dire que les informations passant à la télévision étaient différentes des informations dans la presse, à la radio? Oui, par exemple, nous avons l'organisation de radiodiffusion de télévision française, l'ORTR, qui a été créée en 1964, qui était sous la tutelle de l'État, et qui montrait qu'il y avait une grande majorité des informations qui étaient sous la gouvernance de l'État, qui montraient ce que l'État voulait diffuser à la population. Mais la presse écrite était un peu plus libre. Ces jeunes étudiants, qui possédaient tous un transistor à cette époque-là, écoutaient justement des émissions plus libres, qui révélaient une information différente. Comment expliquez-vous cette différence entre l'information que procurait l'ORTF et les radios périphériques? La multiplication des canaux d'information reflétait la multiplication des points de vue des étudiants mais aussi de la population concernant l'économie, la politique, etc. Donc les étudiants eux-mêmes pouvaient faire des choix, puisqu'ils savaient qu'il y avait des canaux qui reflétaient les informations de l'État ou des canaux qui reflétaient les informations véridiques. Comment expliquez-vous le fait que l'État voulait contrôler l'information et pourtant qu'il n'ait pas contesté en fait l'apparition des radios périphériques? On peut dire qu'environ 75%, donc la majorité, 3/4 de toutes les informations étaient sous la tutelle de l'État, donc sous la gouvernance de l'État. Mais il y avait toujours cette petite minorité, telle que les radios périphériques, qui diffusaient les informations un peu plus véridiques, plus libres. Il y avait un peu plus cette souplesse. Donc si l'État voulait aussi dominer cette minorité de radios périphériques, on dirait qu'on vivrait dans un sort de régime autoritaire. Donc c'est pour ça qu'ils ont laissé une minorité, un choix aux informations. Quels sont les personnages clés de cette libéralisation de la presse? Nous avons Henri Cartier-Bresson, nous avons Gilles Caron et Marc Ribot par exemple, qui étaient des reporters d'images et qui ont montré que c'est à travers la libéralisation de l'image qui peut aussi symboliser ce qui se passe au stade économique, politique à l'échelle nationale. Que pouvez-vous dire de cette caricature de ciné? Dans la caricature de ciné, on peut voir qu'il y a la présence de l'État partout chez chaque individu. Il y a cette sorte, on peut dire, de contrôle sur les médias, qui est présent sur la télé, avec l'objet sur la télé, le symbole de la résistance, et aussi la présence de l'État chez chacun des individus, ce qui montre cette sorte de contrôle sur les informations et sur le point de vue de la population. Pensez-vous que tous les changements concernant la société doivent impérativement passer par des manifestations, qui sont le plus souvent violentes, pour que les manifestants se fassent entendre? Ça dépend, mais par exemple ici dans le cas de mai 68, c'est clair, c'est oui. Par exemple, il y avait les étudiants qui voulaient, à travers leur solidarité, leur travail de groupe, réformer, redéfinir les normes de la société. Donc c'est à travers cette solidarité qu'on a pu accéder au stade de libéralisation de la presse, mais aussi à la libéralisation des droits des étudiants. Donc oui, c'est à travers la violence ici dans ce cas. Vous affirmez donc que, je cite, la liberté de la presse est celle qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres? Toujours dans le cadre de mai 68, c'est à travers ce pluralisme médiatique et la libéralisation de la presse qu'on a pu accéder à la libéralisation elle-même au stade national. Donc ça commence avec la libéralisation de la presse et puis avec la libéralisation complète. Donc oui. Et puis on peut venir à cette question, est-ce qu'il existe une sorte de libéralisation de la presse et cette liberté concernant toutes les informations à l'échelle internationale aujourd'hui? Très bien. Merci Monsieur Wafa. Merci Madame Cazot. Le 6 février 1934 est une date qui correspond dans l'histoire de France à une crise majeure. Celle-ci est liée à l'antiparlementarisme. Lors des années 30, la presse d'opinion joue un rôle de plus en plus important
Et notre invité d'aujourd'hui va nous aider à mieux comprendre l'événement qu'a été la crise de 1934 et la presse d'opinion, le rôle qu'elle a joué durant celle-ci. Bonjour Mariam Abil-Fallah. Bonjour. Qu'est-ce qui a favorisé la naissance de l'antiparlementarisme en France dans les années 30? La République est fortement critiquée depuis la Première Guerre mondiale. En effet, le gouvernement en place est accusé d'immobilisme contre les difficultés économiques et le chômage, qui sont accentuées suite à la crise de 1929, une crise qui touche fortement l'ensemble des classes sociales françaises. De plus, les gouvernements en place sont de plus en plus présentés comme inefficaces. Par ailleurs, une série de scandales politico-financiers contribuent à alimenter une instabilité parlementaire déjà importante, comme l'affaire Stavisky. L'affaire Stavisky, tiens. L'affaire Stavisky a joué un rôle important dans la montée de l'antiparlementarisme en France dans les années 30. Vous pouvez nous en parler? En effet, la mort suspecte d'Alexandre Stavisky suscite son implication dans une escroquerie compromettant plusieurs ministres et députés radicaux alors au pouvoir déchaîne la presse. Selon la version policière, il se serait suicidé, ce qui suscite l'incrédulité. L'Action française, journal de droite, lance une grande campagne contre le gouvernement des voleurs et des assassins. L'Humanité, organe de presse lié au Parti communiste, condamne également le gouvernement. C'est intéressant de voir que deux journaux liés à des partis politiques diamétralement opposés ont la même vision de l'événement. En effet, ces deux journaux partagent une même vision du système corrompu en place, avec une volonté de l'extrême droite de faire chuter le gouvernement. Les médias, ici la presse écrite, ont fortement influencé l'opinion publique en renforçant le mouvement d'antiparlementarisme. Quel a été le point culminant de cette crise antiparlementariste? On peut dire que la manifestation des ligues d'extrême droite du 6 février 1934 en est le point culminant. Le 6 février est la date à laquelle le nouveau gouvernement, présidé par Édouard Daladier, doit être présenté à l'Assemblée. Or, Daladier a limogé le préfet de police, réputé proche des ligues d'extrême droite, ce qui provoque leur fureur. C'est à travers la presse politique qu'est relayé l'appel des ligues pour la manifestation du 6 février, place de la Concorde. Quels ont donc été les acteurs de cet événement? La manifestation est conduite par différentes ligues, principalement l'Action française, ligue qui mobilise ses adhérents étudiants depuis janvier, les Jeunesses Patriotes, Croix de Feu, mouvement d'anciens combattants français, et l'Union nationale des combattants, une association qui défend les valeurs de la France. Ces différents groupes sont animés par des idées antiparlementaristes et expriment l'indignation de leurs membres vis-à-vis de la République parlementaire. C'est une manifestation qui se transforme vite en émeute avec un bilan assez lourd de 15 morts et de centaines de blessés. Comment a réagi la presse face à cet événement, face à cette manifestation qui s'est transformée en émeute et où le sang a coulé? La presse d'opinion réagit avec violence. Les unes des différents journaux témoignent de l'affrontement idéologique des partis politiques. Les journaux d'extrême gauche et de gauche, comme le Populaire, présentèrent cet événement comme un coup de force fasciste. En fait, comme une tentative de coup d'État remettant en cause la République et la démocratie. Certains journaux de droite, comme l'Action française, dénoncent les assassins, qui ont entraîné la mort de 50 personnes et des milliers de blessés, chiffre fortement exagéré, qui manifestement est une tentative de manipulation de l'opinion. Les partis politiques se sont donc servis des journaux qui leur sont proches pour alimenter le débat et pour que l'opinion publique se cristallise en fait autour de la défense de leurs idées. Au final, quelle a été l'influence des médias durant cette crise? Lors de cette crise, les médias ont contribué à une formation de l'opinion publique avec la forte présence de la presse d'opinion. La presse a accompagné la fracture politique et a favorisé la théorisation et le développement de la thématique antifasciste, qui aidera à la création du Front populaire et l'amènera au pouvoir en 1936. Merci beaucoup Mariam Abil-Fallah de nous avoir éclairé sur cette crise du 6 février 1934 et de nous avoir aidé à mieux comprendre quel a été le rôle des médias durant cet événement. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Notre thème du jour, l'affaire Dreyfus.
qu'est-ce qui a provoqué l'affaire Dreyfus? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y avait des tensions importantes entre la France et l'Allemagne depuis la guerre qui les avait opposés en 1870. En 1894, les services secrets découvrent que quelqu'un échange des informations confidentielles sur l'armée avec l'Allemagne. On accuse alors le capitaine Dreyfus, qui sera jugé et condamné à perpétuité en Guyane. En 1896, on découvre le véritable coupable, le commandant Esterhazy, qui sera jugé et finalement acquitté. L'écrivain Émile Zola écrit alors J'accuse dans le journal L'Aurore et condamne les responsables de l'injustice dont est victime Dreyfus. C'est le début de ce que l'on peut appeler l'affaire Dreyfus. Nous recevons aujourd'hui Oriane Mariot, notre spécialiste média. Bonjour Oriane. Bonjour. Alors Oriane, dites-nous quelle était la place des médias au sein de l'affaire? Alors, les médias apportent une place proéminente dans l'affaire Dreyfus. Ils permettent de forger l'opinion publique, d'influencer et de radicaliser les différentes opinions. Ils véhiculent une opinion contraire aux Dreyfusards et aux anti-Dreyfusards et dont 100 000 articles ont été publiés sur l'affaire. Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples pour illustrer vos propos? Tout à fait, donc 3. Le premier, c'est Le Petit Journal, qui est un journal largement diffusé dans toute la France en 1898. C'est grâce à son illustration, parce que ça attire l'œil. Elle se rapproche le plus de la vérité, parce que l'on peut voir le capitaine Dreyfus se faire déchure de son grade. Le 13 janvier 1898, Émile Zola publie J'accuse dans le journal libéral L'Aurore. C'est le véritable commencement de l'affaire et donc de l'implication massive de la presse dans le débat public. Ensuite, il y a la une du Musée des Aurores en 1900. C'est une caricature qui montre l'existence d'une presse antisémite et odieuse. Alors, pourquoi une caricature? Car avant, les photos n'existaient pas. Et aussi, ça attire l'œil du public. Quand on voit une caricature d'un homme soit très médiatisé, et bien tout de suite, on se dit « Ah d'accord, c'est comme ça qu'on le voit, et bien alors moi peut-être aussi je vais le voir comme ça. » Alors, vous nous parlez de Zola, mais dites-nous, quel rôle a-t-il joué véritablement au sein de cette affaire? La lettre de Zola en première page du journal libéral L'Aurore, c'est un récit simple d'une injustice lourde, adressé au président de la République, Félix Faure. C'est pour ça que cet article s'appelle « J'accuse ». Alors, il a permis de changer l'opinion des gens sur l'antisémitisme. Donc, il a permis aussi d'instaurer des règles. Enfin, il a aidé à instaurer des règles. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est pénalisé de dire antisémite. On ne peut pas dire antisémite comme ça. Et quelles sont les valeurs qu'il défendait? Alors, tout d'abord, il y a raison. Ensuite, il y a progrès, justice et vérité. Ils sont consubstantiels de la démocratie et de la majorité de la population. Oriane, dites-nous ce qui a permis l'essor des médias et la diversité de l'opinion au XIXe siècle. Alors tout à fait, en 1881, c'est l'ouverture de la presse et donc la liberté d'expression. C'est une profusion de titres de presse, plus de censure, cela entraîne la naissance d'un pluralisme médiatique qui a permis de renforcer la démocratie. Très bien, merci beaucoup Oriane d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Nous espérons que notre émission vous a éclairé sur le rôle des médias durant les grandes crises politiques qui ont animé la démocratie et la France depuis l'affaire Dreyfus. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Nous avons 300 secondes pour vous expliquer comment. Merci encore.